Yorana, Kiaora et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Avec l'évolution des technologies et l'apparition de nouveaux médiums de communication, la vulgarisation médicale devient de plus en plus accessible. Comment les professionnels de santé utilisent ces outils pour rendre les traitements et l'éducation plus compréhensibles? Voici nos invités. D'un côté, nous avons Céline Bégué, la vice-présidente de l'association ETP Azalée Polynésie, accompagnée de Bellona Hurupa, patiente, suivie dans un des programmes d'Azalée Polynésie. Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Nanetida Noan Sengsi, alias Tote Nane, médecin et réalisatrice de la série médicale Théorie versus Réalité. Yorana. Et Romain Bousmar, le doc de TikTok. Yorana. Alors, Tote Nane, on va parler de toi et de la série qu'on a présentée dans l'introduction. Oui. La série Théorie versus Réalité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une série qui a pris vie il y a déjà 2 ans, lorsque j'ai réalisé mon tout premier court-métrage pour le festival vidéo de l'OMS. Ça m'a donné l'envie de raconter des histoires, des situations de soins auxquelles sont confrontés mes patients et qui, j'espère, peuvent inspirer les spectateurs pour réfléchir à leur propre santé. Vraiment, l'objectif de ces vidéos, c'est d'encourager et d'inviter les spectateurs à amorcer une démarche dans cette réflexion dans leur comportement en santé. Mais d'où est venue l'initiative finalement? Tu as vu juste le concours et tu t'es dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo. Je crois qu'une des choses qui me passionne le plus, c'est de savoir valoriser et de mettre en avant les patients eux-mêmes. Moi, je dis toujours que ce sont comme des héros du quotidien. On n'a pas forcément besoin d'aller au cinéma pour voir de grandes et de belles actions se réaliser. Les patients, dans leur environnement, dans leur contexte de vie qui est parfois difficile, arrivent quand même à développer et à trouver les solutions qu'il faut pour prendre soin de leur santé. Et moi, je les encourage en ce sens, je les accompagne dans ce cheminement. Et tout ça, c'est grâce à la pratique de l'éducation thérapeutique que j'ai découvert avec ma collègue Céline. Et justement, Céline, je me tourne vers toi. C'est quoi l'association ETP Azalée Polynésie? Alors l'association est née en 2021 et nous sommes plusieurs soignants à nous être rassemblés autour de l'éducation thérapeutique du patient, qu'on dit communément ETP. Et nous sommes plusieurs tautés et des infirmières de pratique en éducation à la santé. Et notre objectif est d'accompagner le patient sur son chemin de connaissance autour de ce qu'est le concept de santé vraiment et de maladie quand il y en a une, et d'identifier lui-même, de lui donner le pouvoir. Donc c'est d'identifier lui-même les objectifs qu'il peut mettre en place, qu'il se sent capable de mettre en place. Donc c'est vraiment passer le relais au patient avec une relation horizontale avec lui. Nous ne nous positionnons pas en tant que sachants. On est au même titre que le patient, lui va connaître tous les aléas de sa vie que nous ne connaissons pas, et ensemble on va essayer de trouver un chemin qui soit acceptable pour l'un comme pour l'autre pour pouvoir avoir des comportements qui calent sur une amélioration de la santé. À côté de toi, il y a une patiente, Bellona. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'association? Moi, c'est une année qui m'en a proposé, qui m'a demandé si je voulais faire partie de cette aventure finalement. De cette aventure, et tout de suite j'ai dit oui. Dans quel but? Pourquoi est-ce que tu as voulu... Parce que je venais d'apprendre que j'avais le diabète. Mm-hmm. On m'a diagnostiqué le diabète et ça faisait peur. Alors j'ai voulu voir qu'est-ce que ça peut m'apporter cet organisme, quoi. Tu avais des appréhensions, des peurs, au-delà de la peur de la maladie? Oui, tu avais parce des que mon mari était diabétique de naissance et je sais ce que ça fait, quoi. Alors, on va revenir justement sur la diffusion et surtout l'apprentissage de ses propres pathologies. Mais avant, on termine notre tour de table avec Romain, le doc de TikTok. Tu es devenu très populaire grâce à ta vulgarisation de la médecine. Comment est-ce que ça t'est venu? Alors l'idée m'est venue de par des situations médicales rencontrées aux urgences, avec des patients qui venaient en consultation, qui avaient regardé leurs symptômes sur Internet ou sur des forums parfois un peu douteux. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un manque d'informations sur des pathologies médicales parfois simples, parfois compliquées. Et j'ai cherché un moyen de pouvoir communiquer directement avec les personnes, de pouvoir m'adresser à eux et leur donner une information médicale qui est factuelle, vérifiée, appuyée par des études scientifiques, et non pas trouver des informations qui sont sur des forums qui peuvent parfois alerter à tort un patient et parfois leur faire croire qu'ils n'ont rien alors qu'ils ont quelque chose. Donc on leur donne principalement des informations sur une pathologie, puis les symptômes, éventuellement des traitements. Moi, j'avais un prof à la fac qui disait, pour comprendre pourquoi le corps humain ne fonctionne pas, il faut comprendre comment il fonctionne. Donc la première étape, ça a été de dire aux gens comment fonctionne votre corps humain et qu'est-ce qui ensuite va dans la machine
faire un peu d'enrouage pour ensuite déclencher une pathologie. Et ce qui est important, et tu l'as dit au début de ta réponse, c'est le manque d'information. Et c'est vrai, ça m'est déjà arrivé moi aussi, d'aller sur un forum et de dire ah tiens, j'ai une boule sur le bras et finalement j'ai un cancer. Toi, Nane, justement, dans ton court-métrage, la première phrase qu'on entend, c'est si vous saviez ce que peut entendre un médecin généraliste en une seule journée, vous serez bien étonné. Justement, je suis curieux, qu'est-ce qu'entend un médecin généraliste dans une journée? Alors j'aimerais bien te le dire, mais je suis tenue par le secret médical. Mais voilà, les anecdotes et les confidences sont très vastes. Elles touchent aussi à l'ordre de l'intime. Mais c'est là qu'on réalise en fait il faut apprendre aussi à soigner le patient, mais dans sa globalité et prendre en contexte tous les déterminants, donc son lieu de vie, son travail, son logement, sa situation financière qui parfois peuvent entraîner des situations complexes, mais qui ne sont pas complètement du fait du patient. Et c'est redonner du sens aux soins quand on prend en compte tout ça. C'est pas juste faire dérouler un protocole, notamment Bellona qui parlait de son appréhension autour du diabète. Ce qui est formidable dans l'accompagnement en ETP, c'est que les patients se sentent soutenus tout le long du cheminement sur accepter cette maladie chronique et ne plus la subir tout seul. Parce que nous, en tant que soignants, on reçoit les patients tous les 3 mois, on va dire, pour les renouvellements, mais dans l'intervalle, ce sont les patients qui vivent la maladie. Moi, j'ai le savoir théorique, Bellona, elle a le savoir expérientiel. Et c'est à nous deux ensemble qu'on crée une alliance avec Céline et Caroline et toutes nos consoeurs infirmières pour trouver un soin qui est pertinent et qui est adapté à la situation du patient. Justement, Céline, transition parfaite. En quoi est-ce que l'ETP aide réellement les patients? C'est-à-dire que maintenant que je sais, en imaginant que j'ai suivi l'ETP d'Azalée Polynésie, quels sont déjà les outils que vous utilisez pour apprendre aux patients ce qu'ils ont besoin de savoir? Alors, l'ETP nécessite une formation qui dure 40 heures et qui nous permet de mieux écouter notre patient. Je vais te dire que moi, plutôt, ma vision, c'est à quoi ça sert l'ETP pour le soignant, parce que Bellona témoignera plutôt pour le patient. Mais pour le soignant, ça nous apprend à être patient, d'une part, patient dans le sens patience, à prendre le temps. Nos consultations durent 1 heure, elles sont reproductibles à l'infini. Il ne suffira pas d'1 heure pour accompagner et comprendre tous les déterminants en santé de notre patient et à quel point certains sont en rupture et d'autres sont des forces. À nous d'identifier et d'être très perspicaces dans ce que le patient nous livre, d'aller toucher dans le secteur des émotions aussi. Comme disait Bellona tout à l'heure, il était question de peur par rapport à la maladie. Et à nous aussi de ne pas transmettre nos peurs ou nos appréhensions ou nos certitudes. Donc du coup, ça nous apprend à être patient avec nous-mêmes, avec le patient lui-même et avec la pathologie qui va suivre son cours et qui va rencontrer un ralentissement quand le patient, lui, aura acquis ce savoir théorique qu'il calera sur le savoir expérientiel dont parlait Nane. Mais vraiment, le plus précieux dans l'éducation thérapeutique, c'est la patience. Ouais. Romain, tu veux réagir à ce que vient de dire Céline? Oui, je voulais justement rebondir là-dessus pour dire également que ça rassurait les soignants aussi. Nous, par exemple, les médecins aux urgences, on voit les patients en général qu'une seule fois. On fait des découvertes de diabète, on fait des découvertes d'asthme. Et c'est important pour nous de savoir que le patient ne va pas être laissé dans la nature, qu'il va être accompagné, qu'on va lui apprendre à utiliser un inhalateur pour l'asthme, par exemple, qu'on va lui apprendre à mesurer sa glycémie, qu'on va lui apprendre à gérer ses pics de sucre. Donc c'est rassurant aussi pour nous de savoir qu'on ne laisse pas partir notre patient parce qu'on leur explique une seule fois, mais la pédagogie, c'est la répétition. Donc de savoir qu'il y a des gens qui ensuite les prennent en charge et les accompagnent, c'est rassurant aussi pour nous en tant que médecin ou en tant qu'infirmier aux urgences. Justement, Bellona, comment est-ce que ça a changé ta manière de voir ta propre santé? J'ai appris ce que ça en découle de cette maladie grâce à Céline et qui était toujours là à l'écoute. Et elle était toujours disponible, accessible à tout coin. Quand j'avais des questions à poser, elle était toujours là à répondre. Et finalement, dans ton quotidien, ça a changé des habitudes que tu avais, J'ai par exemple? beaucoup changé, quoi. Même au niveau de la nourriture, ça a tout changé. Même je faisais du sport, chose qu'avant je faisais même pas. Et là, je me suis mis au sport, tout naturellement. On revient justement sur ces outils, Céline, dont on parlait tout à l'heure. Concrètement, c'est quoi les outils que vous utilisez, mis à part la formation dont tu nous as parlé? Donc on pratique des entretiens, mais on a aussi créé des outils éducatifs ludiques qui sont teintés de culture polynésienne. Donc il peut nous arriver de jouer aux cartes. On a une roue qui nous permet que le patient se situe par rapport à son IMC et qu'ainsi il voit la couleur
qui correspond à la gravité de sa maladie. Là, on vient de créer de nouveaux outils pour accompagner les enfants en situation d'obésité avec des parcours de VAA qui vont permettre de voir si l'enfant se situe plutôt dans le lagon, plutôt dans la passe ou plutôt dans l'océan par rapport au danger. C'est pas la même chose. Et ça va l'aider à comprendre quel impact peut avoir cet IMC élevé qui traduit donc une obésité ou un surpoids dans ses risques en santé. Donc, on essaie d'adapter nos outils. On fait beaucoup de dessins, il me semble. Oui. Voilà, on passe aussi par l'imagerie, on fait des croquis, on avance avec le patient qui lui-même est libre aussi de compléter nos croquis, de les améliorer, d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, on a parlé d'ETP et Romain nous a donné sa réaction, mais on aimerait bien aussi avoir ton avis, Totenane, puisque c'est toi qui as guidé Bellona dans cette association, donc ça te tient à cœur. Ouais. Je rejoins un petit peu ton avis, Romain. Moi, la pratique de l'ETP en tant que médecin généraliste, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement. Je suis beaucoup plus sereine dans le fait de prendre en charge mes patients pour des pathologies chroniques. Je ne porte pas toute seule le poids de cette responsabilité. On travaille en équipe et ça m'a aussi fait comprendre que accepter que les changements arrivent au rythme du patient, ça puisse prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas sur les bancs de la fac, tu me diras, Romain. On nous apprend à appliquer des protocoles et à espérer que le patient arrive à certains objectifs. Mais voilà, c'est une chose d'exiger un objectif, c'en est une autre d'arriver à ce parcours-là. Et nous, avec le TP, on accompagne le patient dans ce cheminement. Et c'est vraiment important. Et c'est ce qui fait que le patient pourra finir par adopter de nouveaux comportements en santé qui seront plus bénéfiques. Tout à l'heure, Romain, tu as dit un mot qui était important, la pédagogie. Est-ce que c'est aussi le but des réseaux sociaux et du contenu que tu crées, c'est d'être pédagogue auprès du public qui finalement, tout le monde est patient? Oui, tout à fait. J'avais beaucoup remarqué que les jeunes s'intéressaient de plus en plus à leur santé. Avant, c'était les patients qui prenaient de l'âge, donc ils devenaient moins jeunes. Je ne dis pas vieux, on dit moins jeunes. Et parce que forcément, plus le temps avance, plus les pathologies arrivent. Et finalement, les jeunes s'intéressent de plus en plus à leur santé et vont rechercher de l'information médicale. Donc de faire de la pédagogie sur les réseaux sociaux, ça permet de toucher une population qui auparavant n'était pas forcément accessible à l'information médicale, à la prévention. Souvent, les jeunes ne consultent pas forcément leur médecin traitant pour poser des questions sur des maladies transmissibles ou sur de la protection lors de rapports sexuels, etc. Et de permettre un lien direct entre le téléspectateur et le médecin permet vraiment de faire rentrer parfois des gens dans le système de santé. Par exemple, quand je fais une vidéo sur l'endométriose, par là, j'essaie d'expliquer aussi aux femmes et aux jeunes femmes qu'avoir des règles très douloureuses, c'est pas la norme. Ça veut pas dire que c'est normal. Et parfois, dans leur esprit, je reçois des retours par message qui me disent « Merci, moi je pensais que c'était normal. Mon médecin me disait que c'était normal, il fallait que je prenne un ibuprofène et que ça allait passer. J'ai consulté un gynéco, on m'a fait des examens et je suis atteint d'endométriose et j'ai une prise en charge derrière. » Donc quand on reçoit ce genre de message qui nous dit que grâce à une petite vidéo d'1 minute sur un réseau social, quelqu'un est rentré dans le système de santé, a été écouté, ça c'est la plus belle des récompenses. Parce que les gens qui nous écrivent sur les réseaux, souvent c'est des gens qui ont l'impression de ne pas être écoutés dans la vraie vie et qui pensent trouver une écoute auprès d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un personnel soignant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très important et je pense que c'est symptomatique aussi de la façon dont on exerce parfois la médecine. Et ça tombe bien que tu parles de cette vidéo puisque je l'ai regardée pas plus tard qu'hier sur l'endométriose et j'ai vu qu'effectivement dans les commentaires, il y avait beaucoup de femmes à la fois qui te remerciaient mais surtout qui ne savaient pas finalement, Totenane, les réseaux sociaux deviennent incontournables pour la diffusion d'éléments médicaux comme ce que vient de citer Romain. Il y a un mot qui m'a traversé l'esprit tout de suite quand Romain s'est exprimé, c'est que je pense que Romain, il est tout à fait légitime à exposer ce savoir-là. Et c'est ce qui fait aussi que ton public a confiance dans le savoir que tu exposes. Et je pense que c'est notre responsabilité aussi, à nous en tant que soignants, d'occuper l'espace audiovisuel pour prodiguer le bon savoir, les bons conseils et d'orienter en tout cas pour encourager les gens à consulter de visu leur médecin généraliste ou confrère spécialiste. Comme Romain avec ses vidéos sur TikTok qui a je veux dire, cette jeune fille, elle aurait peut-être jamais osé franchir le pas d'aller voir son gynécologue si elle n'avait pas vu cette vidéo-là. Donc, si le point de départ, c'est d'amorcer la réflexion, de se dire « Ah, faudrait peut-être que je consulte, c'est peut-être pas si normal que ça, finalement, ce que j'ai », c'est que ta vidéo a fonctionné. Est-ce que toi aussi, tu as eu des retours finalement par rapport à toutes les diffusions, les créations que tu as fait? Oui. Alors, j'ai une anecdote assez chouette à vous partager. Il y a une vidéo qui est diffusée actuellement à la télévision et qui s'appelle « Le salon de thé » qui
traite de la contraception. Et donc l'actrice principale, qui s'appelle Apetaï, qu'on salue, a été interpellée dans la rue par une dame qui lui a dit « Ah, mais c'est toi Maëva, c'est toi qu'on a vu à la télévision. Et ben figure-toi que ta vidéo, j'ai dit à ma fille de 16 ans de la regarder, comme ça va la faire réfléchir sur la contraception. » Et c'est exactement ça, l'objectif de mes vidéos. C'est d'encourager les gens juste à amorcer cette réflexion dans leur comportement en santé, les responsabiliser, les autonomiser. Et je pense que c'est le meilleur chemin pour qu'ils puissent s'engager à prioriser leur santé. Romain, une réaction à ce que vient de dire Tatenane? Oui, je voulais réagir par rapport aussi au fait de diffuser des bonnes informations, parce que TikTok est un réseau social où circulent beaucoup de fausses informations, de faux remèdes miracles, de faux thérapeutes qui apportent des informations qui ne sont pas du tout vérifiées et avec des méthodes parfois qui vont aggraver les patients. Et avec d'autres du coup influenceurs, on s'était concerté, on s'était dit il faut qu'on investisse vraiment sur ce réseau social-là pour apporter une contre-information et une information qu'on considère comme juste puisqu'elle a été vérifiée par la science. Donc le but, c'était de contrer la fausse information pour pouvoir apporter une vraie information aux jeunes qui nous regardent. Les véritables informations, c'est aussi le but de l'ETP. Et justement, Céline, comment faire pour que l'ETP devienne une pratique plus répandue, presque la norme finalement? Alors, l'ETP n'est pas fait pour tous les soignants. Je pense qu'il faut être convaincu par les capacités qui sont au cœur de nos patients. Et certains n'ont pas le profil, mais ce n'est pas un problème, il y a la place pour tout le monde. Il faut que le patient puisse conduire son parcours auprès des professionnels qu'il choisit lui aussi en fonction de sa personnalité. Mais pour le répandre, il va falloir l'enseigner d'abord. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait prochainement. Donc l'année prochaine, au niveau de 2025. Tatenane et moi-même avons été contactés par l'IFSI qui réouvre ses portes et on en est très fiers parce qu'on va pouvoir accompagner les soignants locaux à ce savoir-là. Et on va mettre en place aussi des formations parallèles pour nos soignants déjà en place. Donc on y travaille, on commence à rédiger des scénarios pédagogiques. Je suis en train de me former. Je suis repartie à l'université pour faire un diplôme d'ingénieur en formation en santé. Et ainsi, on va pouvoir enrichir le territoire de ce parcours et passer le relais à la génération suivante. Et je suis bien placée pour savoir, maintenant que j'arrive à la fin de ma carrière, qu'il faut savoir passer le relais et le relais qualitativement au service de nos patients. Et justement, les réseaux sociaux, on en parle depuis tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, l'association Azalée Polynésie va se tourner vers les réseaux sociaux. Alors nous, on va laisser la place aux soignants qui sont maîtres en la matière, parce qu'en fait, nous, comme on traite des patients dans leur individualité, il ne s'agit vraiment que de secret médical. Et à part faire une vitrine pour que nos confrères soignants puissent nous connaître, et c'est dans ce but qu'on a un ingénieur actuellement qui travaille là-dessus, mais ça sera purement une vitrine. Notre but est de fédérer les soignants autour de nous, pour éventuellement les sensibiliser d'abord parce qu'ils ne nous connaissent pas toujours, et ensuite les fédérer parce que notre association a pour but de grandir pour pouvoir offrir plus de consultations d'ETP auprès des patients du Fénois dans tous les archipels. Mais en fait, la partie vecteur pédagogie dynamique, on va la confier à ceux qui savent faire, et nous, on va pas travailler un petit peu backstage quand les patients du coup et leurs enfants auront été sensibilisés et auront la curiosité de venir nous voir. Justement, Bellona, l'apprentissage de ses propres pathologies, ça peut aussi servir pour son entourage. Est-ce que toi, tu as justement parlé à ta famille, à tes amis? Ben oui, spécialement ma maman. Ma maman qui est aussi atteinte aussi de cette pathologie. Et des amis proches que à chaque fois, je leur dis faites attention à vous et puis essayez d'aller voir les médecins, tout ça. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont réagi finalement? Ben, dès qu'ils voient que j'ai changé aussi, je pesais assez. Et là, j'ai carrément maigri, quoi. Hein, et ils ont vu que ça marchait, quoi. Hein, voilà. Donc, par rapport à l'ETP, finalement, on se base sur les besoins du patient. Romain, toi, comment tu fais pour choisir? Puisque finalement, il y a autant de sujets disponibles. Comment est-ce que tu les choisis? Alors du coup, c'est plutôt les patients qui choisissent ou les gens qui commentent qui choisissent. C'est-à-dire que quand je vois qu'un thème revient de façon très régulière, avec souvent les mêmes questions, là, je me dis, il y a un sujet à traiter pour répondre à la plus grande partie des gens qui me regardent. Ou des questions posées par des patients que je rencontre dans les urgences. On a des fois 300 passages par jour aux urgences, donc on en croise des patients qui posent des questions. Et là, on se dit, il y a un thème à traiter. Le but, c'est de ne pas publier pour publier. C'est publier pour apporter vraiment une information. Les choses qui reviennent le plus souvent, c'est les pathologies chroniques. Les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, par exemple, ou de fibromyalgie, qui se posent énormément de questions sur l'avancée de la médecine, sur les avancées thérapeutiques. Et c'est à partir de ces commentaires-là que je génère mes vidéos.
Alors j'ai bien vu les différentes vidéos que tu as pu réaliser déjà, et on parle de sclérose en plaques, d'endométriose, etc. Mais tu fais aussi des vidéos plus légères. En particulier, une qui m'a bien plu, c'est celle sur des chaussettes que tu utilises pour bien dormir. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous l'expliquer Oui, rapidement? j'essaie de donner des petits conseils aussi qui peuvent améliorer un quotidien avec une information médicale derrière, hein, pour dire que c'est pas un conseil donné dans le vent. La vidéo dont tu parles, c'est celle de mieux s'endormir lorsqu'on porte des chaussettes. Tout simplement, donc, j'explique que le fait de porter des chaussettes permet d'amener un flux sanguin vers les pieds. Donc vraiment, le sang va se déplacer vers les membres inférieurs, permet de diminuer un peu la pression artérielle, de diminuer la température du corps, et ce qui va favoriser l'endormissement et le bon sommeil. Donc on essaie d'apporter une petite information médicale sympa en étant appuyé d'une réalité physiologique. Alors autant avoir l'astuce, ça me paraît intéressant, mais comment dire, le discours médical, est-ce que les gens, ça les intéresse finalement? Quels sont les retours que tu as eus sur les réseaux par rapport à toutes ces explications? Alors ça les intéresse parce qu'en fait ils veulent comprendre. C'est-à-dire que la plupart des commentaires, je me suis toujours posé cette question et je comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Et les gens sont vraiment intéressés sur la compréhension des petits mécanismes du quotidien. Par exemple, j'explique aux coureurs pourquoi ils ont un goût métallique dans la bouche parfois lorsqu'ils courent. Et les gens se disent, tiens, je ne savais pas que c'était à cause de ça, ou je pensais que j'avais un problème. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que la majorité des gens partagent. Et souvent, ils s'en rendent compte dans les commentaires. Ils voient qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation et que les autres personnes partagent la même expérience. Céline? Oui, je voulais rebondir sur le sommeil. C'est très intéressant ton anecdote parce qu'on le travaille beaucoup en éducation thérapeutique. Et c'est une problématique de santé typique du Fénois où la qualité du sommeil n'est pas très bonne compte tenu des bruits ambiants, par exemple. Et on y veille particulièrement à travailler avec les parents d'enfants qui nous sont confiés pour valoriser ce sommeil pour les apprentissages, pour repousser aussi l'obésité et réduire le stress qui est majeur. Donc du coup, effectivement, les petites astuces sont bonnes à prendre. Si on doit se caler sur des projets qui sont d'actualité, on va parler d'Octobre Rose qui se rapproche rapidement. Justement, Nanitida, tu avais fait le film Le Paréo. Oui. J'ai vu quelques commentaires, à savoir authentique. C'est le retour que tu as eu aussi sur ce projet. Pourquoi l'avoir fait déjà? Comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai besoin, je pense, de mettre en valeur les parcours de vie et les situations de soins de mes patients, parce que je pense qu'elles peuvent vraiment être des modèles. Ils ont beaucoup d'exemplarité parce que malgré les difficultés qui les entourent dans leur quotidien, avec leurs déterminants en santé qui leur sont propres, ils arrivent quand même toujours à trouver des solutions pour essayer de prendre soin de leur santé. Et l'histoire du Paréo, c'est un petit peu un cheminement que j'ai eu grâce à l'ETP et à Céline. C'est de se dire ne pas imposer le soin du dépistage de la mammographie et lui redonner du sens. Et finalement, pourquoi est-ce que tu te dépistes? Pourquoi est-ce que tu essaies de prendre soin de ta santé? Et dans l'histoire, la maman qui finit par accepter de se soigner, elle comprend que il faut quand même faire ces soins-là parce que elle veut continuer à vivre longtemps et en bonne santé auprès de ses proches. Théorie versus réalité a été sélectionné parmi les 180 films présentés à ce concours de l'OMS. Le Paréo a été sélectionné 2 fois, pareil, dans un concours de l'OMS. Ça fait quoi de voir que son travail finalement a été récompensé ou au moins sélectionné? C'est un grand honneur. En tout cas, moi, je suis ravie de représenter la Polynésie dans ce festival vidéo de l'OMS. Et ça permet en tout cas de valoriser aussi la pratique de l'ETP et tout ce qui en découle de formidable pour les patients. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours, d'autres vidéos, d'autres réalisations audiovisuelles? Ah oui, je compte continuer. Je compte réaliser encore d'autres courts-métrages pour la série médicale Théorie versus réalité. Ouais. Dans la même idée, Romain, est-ce que finalement tu as envie d'étendre encore plus les différents sujets que tu utilises sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier? J'aimerais bien notamment mettre en avant tous les acteurs qui travaillent auprès des médecins, par exemple aux urgences, c'est-à-dire montrer ce qu'est le rôle propre d'un infirmier, d'un aide-soignant, d'une ASH qui va venir aussi nettoyer les chambres, qui va venir faire en sorte que le patient soit dans un environnement propre et apaisant, et mettre vraiment en avant tous ces profils qui, ensemble, font toute la chaîne de soins. Parce que là, souvent, on focalise sur le médecin, mais nous, on voit le patient, et puis derrière, il y a toute une chaîne qui se met en place pour pouvoir prendre en charge le patient dans la globalité. Et donc, j'aimerais bien mettre en avant ces profils qui puissent participer avec moi, justement, sur ces vidéos, et qui puissent aussi donner des messages de prévention, des astuces. Moi, très souvent, je demande à mes infirmiers, mes collègues infirmiers, qu'est-ce que tu conseillerais à ce patient pour faire tel geste, par exemple, ou tel pansement, etc. Parce qu'ils ont aussi un savoir-faire
que nous, on ne possède pas. C'est un partage d'informations. Et donc, j'aimerais bien que mes collègues puissent s'adresser par mon compte, notamment directement aux patients qui nous regardent. Pourquoi pas avec l'ETP, l'association Azalée Polynésie, des projets qui vont dans ce sens? Oui, qui vont dans ce sens. Alors nous, on ne perd pas de vue que le patient est au centre de nos attentions et pas plus tard que la semaine prochaine, nous avons notre séminaire annuel où est invité le patient, du coup, qui va participer à une formation sur l'entretien motivationnel pour maintenir ses compétences en motivation pour son entourage, comme on disait avec Bellona. C'est important de propager ces motivations en santé quand on a touché du doigt les effets que ça peut avoir. Et justement, laissant le dernier mot à Bellona, qu'est-ce que tu pourrais dire au public qui nous regarde ce soir et qui hésite, pourquoi pas, aller consulter l'association Azalée Polynésie? Surtout pas, n'hésitez surtout pas, et allez-y. C'est un conseil d'amis. Voilà. La médecine, autrement, c'était notre sujet d'aujourd'hui. C'est avant tout rendre accessible la santé pour tous et une meilleure compréhension, comme on l'a dit tout du long de cette émission, et surtout une meilleure prise en charge de la santé. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Nous, on se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VA Tahiti à partir de 18h. Maururu ito tatou farerira trahoma parheana.